Madame, monsieur, bonsoir. Et bienvenue. Zainab Bansé l'avait parié, elle l'a fait. Elle rentre dans l'histoire de la cuisine après 130 heures de cuisine non-stop qui ont produit près de 15 000 plats pour des familles dans le besoin. Nous en parlons tout à l'heure. Et en seconde actualité, nous irons du côté d'Aboisseau. Le président du PDCI, Tidiane Thiam, a décliné sa vision aux militants du PDCI venus nombreux l'écouter. C'était le week-end dernier où nous finirons cette émission avec les avancées dans le traitement de la lutte contre le sida. Ça sera avec le docteur Rabé Cyprien, chef de service population hautement vulnérable au programme national de lutte contre le sida. Merci d'être avec nous en ce 23 décembre 2024. Le Grand Talk démarre maintenant. Pratiquement la dernière semaine de décembre. Merci d'être avec nous. Merci en tout cas aux créateurs qui nous donnent la grâce de faire cette dernière semaine pratiquement de décembre avec vous. Merci de votre fidélité à ce programme. Nos amis sont là ce soir. Herman Aboua, bonsoir. Bonsoir Christelle. Merci d'être avec nous. Bonsoir chers amis, bonsoir chez vous. Élisée Boloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices. Marius Komoré. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et à toutes. Aïcha, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir messieurs, bonsoir chez vous. Alors un grand bonsoir à Daouda Koulibaly qui n'est pas avec nous ce soir et depuis quelques 2-3 jours, simplement parce qu'il est en repos maladie. Daouda, on t'aime beaucoup, porte-toi bien surtout et reviens-nous très vite. Alors de son vrai nom, Mélanie Céline Bansé, elle est chef cuisinière, entrepreneur, décoratrice d'intérieur et organisatrice d'événements. Elle a établi donc le record du monde de présence en cuisine 130 heures. C'était donc du 17 au 22 décembre depuis hier à l'Agora de Koumassi. En attendant que le record Guinness puisse reconnaître justement ce nouveau pont, on attend, en tout cas pour l'instant, on la félicite, bravo à elle. Messieurs, dames, on en parle. Elle a battu le record de la toute dernière, c'était la Nigériane Hilda Bassi qui avait fait 100 heures en cuisine, Herman. Oui, bon, en tout cas, c'est une fierté. Hein. Moi, ce que je voudrais noter, c'est cette mobilisation des Ivoiriens, de toutes les couches, les artistes, les Ivoiriens, de toute opinion, de tout horizon, se sont mobilisés pendant les 5 jours de challenge. Mais il faut préciser en même temps qu'on est très fiers aujourd'hui, quand bien même en attendant l'homologation, la monétisation au niveau du record Guinness. Ouais. Si il ne lui accorde pas ce record-là, pour nous, c'est déjà un record. Parce qu'il faut quand même le souligner. Il y a 2 personnes dans d'autres pays qui ont fait 7 jours d'affilée et finalement, il a été décompté 100 heures parce qu'il y a quand même des principes. Donc nous, on sait qu'elle a maximisé son temps. Donc on espère qu'elle va forcément remporter ce record-là des 120 heures. Et puis voilà, en tout cas, c'est une fierté pour nous. Félicitations. Et je voudrais profiter aussi en même temps pour dire que ce n'est pas la seule Ivoirienne qui était, comment on appelle, planifiée cette année, qui était programmée cette année. Le 1er février, il y a une autre Ivoirienne. En 2025. En 2025, le 1er février 2025, Mylène Amon, elle est artiste des œuvres d'art. Elle doit faire un défi de faire 150 portraits d'illusion optique pendant 120 heures. Voilà, donc on sait que cette fois, elle va remporter aussi. Donc voilà, les Ivoiriens sont en train de prendre place dans tous les records après cette belle canne qu'on a eue. Alors, Élisée, au-delà d'apprécier donc ce que notre sœur Zainab Bansé a réussi à faire, quelles sont les qualités selon vous qui lui ont permis de tenir, même quand c'était dur? Moi, je pense déjà que ce que vient de réaliser notre sœur Zainab est très instructif à plusieurs niveaux, notamment en termes, je vais dire, de valeur. Il faut déjà reconnaître d'un premier temps qu'elle nous a fait montre de résilience. Pour dire quoi? Pour dire que quand on a un objectif, on se donne les moyens de le réaliser. J'ai suivi toutes les interviews qu'elle a faites avant d'entamer ce challenge-là et pendant même les quelques réactions qu'elle a eues. Et je vois que c'est quelqu'un qui avait pris le temps quand même de se préparer pour en tout cas affronter cet objectif-là. Deuxièmement aussi, il y a l'abnégation. L'abnégation qui est cette capacité-là à aller chercher au plus profond de soi-même. Voilà, et puis chercher à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Et deuxièmement aussi, vous voyez, il y a ce côté-là, je vais dire, de générosité.
Parce que c'est 5 000 plats. Elle n'a pas demandé l'argent à quelqu'un. Les 15 000, pardon. Elle n'a pas demandé de l'argent à quelqu'un pour faire tout ça. Elle a décidé de le faire vraiment comme un acte de générosité. Et les Ivoiriens l'ont accompagné dans cet acte de générosité-là, lui ont montré tout leur soutien. Moi, l'une des choses que je note qui pour moi est vraiment fondamentale dans tout ce qu'elle a réalisé, c'est la solidarité vraiment qui a entouré, et je vais dire, ces 5 jours de compétition. On a vu les Ivoiriens, toutes couches sociales confondues, comme un seul vraiment homme, lui apporter le soutien et l'encouragement, que ce soit des artistes, que ce soit des influenceurs, des hommes d'action, vraiment des hommes politiques, vraiment de tout. Je dis, voilà, nous avons sur l'image, par exemple, voilà, quelques éléments de Live TV, Kevin notamment, et puis Brezing, et puis tous les autres qui sont allés la soutenir aussi. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas pu nous y rendre de façon physique, mais sur ce plateau ici, on lui a apporté des cœurs, on lui a apporté tout notre soutien. Je pense que ça a pesé aussi dans la balance. Ça, ce sont des éléments qui, pour moi, me ramènent sur l'essentiel. Vous voyez? Et je veux que cette image-là... Et l'essentiel, c'est quoi pour vous? C'est ce que je voulais dire. Je veux que cette image-là soit figée dans l'esprit de tous les Ivoiriens, comme cette image qui va nous emmener en 2025. Au-delà des défis que chacun doit avoir, il y a un seul défi autour duquel tout le monde doit se retrouver, le défi de l'unité et de la solidarité. On peut ne pas partager les mêmes points de vue, on peut ne pas partager les mêmes attentes, mais il faut qu'on comprenne une chose, l'essentiel, porter le drapeau ivoirien. Et porter le drapeau ivoirien, c'est d'emmener le monde entier à voir pour la première fois en Côte d'Ivoire une élection sans bagarre. Vous ramenez ça à l'élection à la politique, Élysée? Oui, moi je ramène à tout. Ça, c'est en train de nous... Vous ramenez tout à la politique? Oui, je ramène... Non, parce que justement, aujourd'hui, le grand challenge qui nous attend, nous tous, c'est surtout ça. Tout le monde entier a les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que pour une fois, on fera une élection où on pourra avoir les résultats sans qu'il n'y ait de bagarre, sans qu'il n'y ait de palabres? C'est le défi que le monde entier, que les Ivoiriens ont devant eux et que le monde entier attend de voir. C'est le record Guinness qu'on doit battre. Ça, c'est le record Guinness de tous les Ivoiriens. 2025, arriver à faire des élections apaisées, tranquilles, transparentes, sans qu'il y ait de contestation derrière. Ça, vraiment, ce que Zénab a réalisé doit nous emmener vers ça. Je termine par ça. Zénab a dit quelque chose qui m'a marqué, qui est resté pour moi comme je lui ai dit, comme un leitmotiv. Elle a dit quoi? Même s'il arrivait que le record Guinness ne m'est pas attribué, pour moi, j'ai déjà gagné. Parce que ce que j'ai vu ici avec les Ivoiriens, cette solidarité que j'ai vue avec les Ivoiriens, cet accompagnement, pour moi, c'est déjà une victoire. Et ça, c'est la victoire de chaque Ivoirien, où qu'on soit. Et c'est ce que je veux vraiment qu'on puisse retenir. Bravo à Zénab, qui, en tout cas, pour une fois, après la CAN, a ramené les Ivoiriens autour d'un objectif commun, qui est ce record Guinness-là. On ne peut que saluer Zénab et lui dire infiniment merci. Et surtout, bon repos, vraiment qu'elle se repose, qu'elle récupère. Repos mérité, médicalisé. Voilà, 5 jours d'affilée, ce n'est pas évident. Marius Komouré, quel est justement votre postulat vis-à-vis de ce record de cuisine en attendant la validation de Guinness? Qu'en pensez-vous? Alors, disons tout simplement, après avoir écouté mes confrères, que pour faire la genèse du record Guinness, il faut noter d'abord que Zénab a dépassé physiquement la Nigérienne. Hilda Bansé. Hilda, voilà. Elle a dépassé physiquement la Nigérienne. Attendez, je retrouve bien voilà, son nom, c'est pas Hilda Bansé. La Nigérienne, elle avait fait 100 heures. Hilda Bassi, pardon. Oui, Hilda Bassi. Voilà. Elle avait fait 100 heures, justement, de cuisine. 4 jours. Mais Hilda s'est vue retirée jusqu'à 7 heures par le jury de l'époque. Le jury du record Guinness de l'époque, c'est donc un temps officiel de 93 heures qui lui avait été reconnu par ce même jury. Et ce score était 7 pour notre chère sœur. Elle a fait 131 heures de cuisine, soit 5 jours et demi. Donc, même si le jury venait à lui retirer 20 heures, elle gagne toujours, elle passe toujours. Hilda, non, 10 heures, pardon. Si le jury venait à lui retirer 10 heures, elle bat Hilda, mais elle bat également le record d'Alan Fisher, qui est l'Irlandais qui détient le record mondial. Très bien. Alors, Aïcha, avec vous, vous êtes une femme et Mélanie Zénab Bansé en est une. Pour les femmes, qu'est-ce que cela représente de tenir jusqu'au bout malgré la difficulté d'arriver à son objectif? Non, c'est la résilience. De toute façon, je pense que si le mot courage avait une figure, ce serait la femme. C'est la résilience, tout simplement. Moi, je veux rendre hommage à Zénab, la guerrière. Pour moi, c'est une guerrière. C'est bien dit. Oui. Un mental de guerrier, c'est quoi? C'est persévérer lorsque Guinness nous dit non pour la première fois, parce qu'elle l'a dit. Zénab, le Guinness ne lui a pas répondu, en fait, donc elle a persévéré là-dedans. La résilience, c'est aussi avoir un sourire insolent pendant 5 jours d'affilée, presque 6, un sourire radieux jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la clinique. C'est faire aussi ce que personne d'autre n'a fait avant elle, donc c'est oser. Mais le guerrier ne se contente pas seulement de gagner, en fait. Elle a sécurisé
ce record-là. Bon, on demande si Guinness va valider. Pour nous, en tout cas, elle a gagné. C'est ce qui compte. Elle a sécurisé son record et elle a pulvérisé les espoirs aussi des potentiels concurrents. Donc, c'est notre championne et ce qu'elle a fait la dépasse parce qu'effectivement, on a parlé d'autre chose que la politique, d'autre chose que nos problèmes, de la vie chère pendant une semaine. On a parlé de la Côte d'Ivoire. Voilà, elle a rassemblé autour de cette chaleur, cette solidarité. C'est pour ça aussi que j'aime ce pays. On l'a vu, à quel point on est solidaire. Et on avait besoin, c'est pas Zénab Bansé, je pense qu'il y avait besoin d'un record personnel. C'est la Côte d'Ivoire, je pense qu'il y avait besoin d'entendre autre chose, de se rassembler autour d'un objectif commun. Donc merci à elle pour ces 5 jours. Et je pense qu'elle a permis aussi à des personnes qui passent les fêtes peut-être seules, qui n'ont pas peut-être à manger, qui n'ont pas de toit, qui n'ont personne, d'avoir aussi à manger et d'avoir une chaleur humaine, de se retrouver autour d'une communauté qu'on appelle la Côte d'Ivoire, de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Même si c'était à Abidjan, ce n'était pas dans tout le pays, c'est vrai, mais tout le monde s'est levé pour ça. Zénab la guerrière, merci. Et c'est là justement qu'on voit que la terre est plus forte justement que les personnes. Hein. La terre reste, les personnes passeront. Marius, vous avez un petit point là-dessus avant qu'on avance? Oui, il faut préciser qu'elle a dû abandonner parce qu'à un moment donné, elle ne sentait plus ses mains, elle ne sentait plus ses bras. Et donc, et pourtant, elle en avait besoin pour tenir les ustensiles de cuisine, les marmites et tout ça. Et donc, finalement, au 5e jour et demi, elle aurait pu faire les 6 jours. Malheureusement, elle s'est arrêtée. Bon, heureusement pour nous. Malheureusement pour elle, parce qu'elle aurait bien voulu faire 6 jours, elle a pu faire que 5 jours. Mais ce qu'elle a fait déjà extraordinaire. Non, extrêmement total. J'ai dit, même si le jury Guinness Record lui retire 10 heures, elle gagne. Et Guinness, Alan Fischer, qui détient le record mondial, et Bassi qui détient le record africain. Très bien. Herman, on a vu après, pendant qu'elle faisait l'épreuve, les sponsors venir, parce que ça avait déjà pris. La mayonnaise avait déjà pris. On a constaté que les gens étaient réticents au départ. Souvent, ce n'est pas que le foot, ce n'est pas que les concerts que vous devez soutenir, il y a d'autres choses. Et c'est pourquoi j'espère que, puisqu'au 1er février, il y a cette autre Ivoirienne qui va aller, j'espère qu'il y aura déjà un accompagnement déjà, pour ne pas qu'on vienne après pour seulement soutenir lorsque la mayonnaise a déjà pris. Très bien, merci beaucoup messieurs. Et puis en tout cas, on lui souhaite bon repos médicalisé comme elle a commencé. Donc depuis aujourd'hui, bravo, bravo. Et toutes les femmes en tout cas, on prend de la graine. La résilience appelle toujours en tout cas la victoire. Alors messieurs, regardons du côté, parlons maintenant politique puisque Élysée avait fait le lien. Cuisine, politique, le pont est tout trouvé. Nous allons justement pour parler des 1 an à la tête du PDCI-RDA, du président du PDCI, évidemment, Tidiane Thiam, recevoir le docteur Nguessan Djemis. Il est enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny, spécialiste en sociologie politique. Avec lui, nous allons donc essayer d'aller à un petit décryptage de ce qui s'est passé à Boisseau et justement de ces 1 an du président Tidiane Thiam. Alors, de l'an 1 de Tidiane Thiam à la tête du PDCI, il disait en substance, et je le cite, « Nous sommes le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Dans toute organisation humaine et démocratique, le choc des idées et des ambitions est une réalité vivante, constante et nécessaire, et c'est normal. » Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Ce verbatim de Tidiane Thiam vient clouer le bec à ceux qui disent « Oh, il y a division et dissension au PDCI ». Il trouve que c'est normal qu'il y ait choc des idées. Je parle évidemment de Jean-Louis Billon, évidemment. Votre réaction? Ok, merci beaucoup, madame. Déjà, bonsoir à vous tous, M. Komoué, M. Élysée, M. Herman et aussi madame. Ce que je puis dire, c'est merci déjà à la régie, merci à la direction de m'avoir convié à ce plateau. Avec plaisir. Et puis, par rapport à l'intervention de M. Tidiane Thiam, il faut l'inscrire dans un contexte. Dans un contexte qui est que, pour certains, nous sommes face à une crise au PDCI, alors que le PDCI lui-même essaie de banaliser cette situation en l'inscrivant dans la vitalité de la démocratie, dans la vitalité politique. Donc, cela explique plus ou moins cette récupération au niveau du discours, tendant à faire croire qu'il n'y a pas de crise, plutôt dissension, oui, mais pas de crise. Donc voici un peu déjà pour planter le décor face à ce qui a été dit à Boisseau à ce sujet. Alors quand il dit aussi que nous irons à la Convention pour élire officiellement notre candidat à la présidentielle, n'ayez pas peur, le PDCI est prêt et uni pour relever ce défi. Ok, déjà il faut comprendre un peu la structuration du parti. La Convention
c'est l'organe qui permet de désigner le candidat à la candidature du parti pour l'élection présidentielle. Et naturellement, M. Tidiane Thiam sera candidat. Il sera aussi peut-être opposé à M. Jean-Louis Billon et c'est pour le moment la seule tribune que le PDCI offre à ses adversaires politiques ou aux candidats à la candidature pour pouvoir convaincre les potentiels votants au niveau du parti afin de se projeter sur le champ politique national. Et donc, la convention permettra de vraiment situer les uns et les autres sur la représentativité de chaque candidat au plan national et au plan partisan. Herman. Lors de son discours à Boisseau, M. Thiam a présenté sa vision pour la Côte d'Ivoire, structurée autour de 6 axes principaux. La paix et sécurité, il est revenu sur le thème capital humain, l'économie et l'équité, une société diverse et inclusive, les nouvelles technologies et puis le développement durable. Bon, moi, le 5e axe, et parmi tous ces axes-là, il y a 2 qui m'ont particulièrement intéressé. Le 5e axe, les nouvelles technologies. M. Thiam a évoqué l'utilisation des technologies pour améliorer le bien-être des populations, citant même notamment l'énergie solaire et les fintech. Doit-on comprendre que selon lui, l'énergie solaire est une alternative viable aux énergies fossiles qu'il envisage et comment est-ce qu'il va aborder cette transformation-là. L'autre axe qui m'a vraiment intéressé, ça devient un débat de société, une société diverse et inclusive. Il a souligné l'importance d'accepter, de reconnaître et d'inclure les différences. Je me demande si cette vision englobe également le combat des minorités sexuelles, parce que vous savez bien que c'est un débat de société. Ailleurs, dans les pays occidentaux, les populations sont souvent plus sensibles à la question de LGBTQ et autres, mais les sociétés africaines, généralement, ces questions les dérangent lorsqu'on veut inclure cela dans une politique globale. Donc le fait qu'il ait parlé de cela, selon vous? Pour moi, si tel est le cas, quelle est sa position précise sur cette question? Parce que les Africains, effectivement, on peut leur apporter le développement, une bonne gestion et autres, mais il y a des questions sur lesquelles, quand même, les sociétés africaines ont besoin de précision pour faire un choix. Peut-être que, comme il a évoqué ces minorités-là, peut-être qu'il faudrait, pour moi, il faudrait qu'il revienne sur la question précisément pour nous donner sa position claire sur ce qu'il pense de la promotion de LGBTQ, par exemple. Docteur, justement, quel est votre point de vue par rapport au point qu'Herman vient de relever? OK, merci. Déjà, il faut comprendre qu'une élection se gagne à partir de la réputation qu'on se construit. Mais un État se gouverne sur la base d'un programme. C'est cela. Et donc, dans la construction de son image publique, il a décliné certains points de sa gouvernance au cas où il serait porté à la tête de la Côte d'Ivoire. Et lorsque vous suivez attentivement la communication politique de M. Tidiane Thiam, il y a des sujets qui ne font pas l'objet ou qui ne sont pas mis en avant, tels que celui portant sur les minorités sexuelles et sur ses rapports ou les rapports avec la France. Et donc, il les insère dans un fourre-tout, de sorte à créer ce qu'on appelle du flou. Donc, cette stratégie du flou lui permet de s'immiscer ou bien de se propulser sur la scène politique nationale. Mais il met plutôt en avant les questions qui touchent le quotidien des Ivoiriens. C'est un point, justement. Oui, c'est un point, c'est le 4e axe de son discours, une société diverse et inclusive. Oui, mais en même temps qu'on parle d'inclusive, il ne faudrait pas seulement faire allusion à cet aspect. Il y a bien d'autres pans de la société ivoirienne où certains Ivoiriens sont écartés. Et donc, par exemple, quand on s'intéresse... Lesquels, par exemple? Oui, j'en viens. Lorsqu'on s'intéresse à la sociologie politique de la Côte d'Ivoire, depuis 1980, l'année des premières élections locales, jusqu'à aujourd'hui, nous avons en très forte proportion d'élus locaux au-dessus de Bouaké jusqu'aux frontières nord, issus des autres régions de la Côte d'Ivoire. Et pourtant, lorsque vous prenez l'ouest, vous prenez même le sud, le centre, nous avons des élus locaux issus du nord de la Côte d'Ivoire. Je prends par exemple Daloa et Gagnoa et bien d'autres localités. Donc, une société inclusive, ça veut dire qu'après Bouaké, il faudra penser à faire élire, par exemple, un Ébrié,
un Baoulé, un BT à Korogo et en tout cas partout on parle de Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est votre entendement de ce que Tidiane Thiam vient de dire. Oui, c'est un exemple. Un exemple, mais il y en a bien d'autres. Voilà. D'accord. Élisée Boloube. OK. Moi, je note juste, Tidiane Thiam, parce que ça fait un peu plus d'1 an, juste 1 an, disons, voilà, 1 an, quelques semaines, après qu'il ait été élu au Congrès en tant que président du PDCI, 1 an après que retenu de Tidiane Thiam. Je retiens que déjà que Tidiane Thiam a réussi quelque chose, celui-là de maintenir le PDCI en vie, parce que pour plusieurs personnes, ce n'est pas très évident après le départ du président Bédié. D'autres voyaient le PDCI en tout cas en déliquescence, ou le PDCI volé en éclats. Il a réussi, je vais dire, le pari de le maintenir. Cependant, je pense qu'il y a un des chantiers prioritaires pour moi qu'il avait évoqué lors du congrès qui n'a pas été réalisé. Lequel? C'est celui-là de réussir à créer la cohésion au sein du PDCI, surtout avec les adversaires du passé, avec ceux-là qui avaient plus ou moins montré une certaine antipathie vis-à-vis de son élection, vis-à-vis de sa candidature en tant que président au PDCI. Cela se voit avec déjà la posture qu'a M. Billon, mais au-delà de M. Billon, avec la posture un peu qu'a un certain nombre de cadres, entre lesquels on a en souvenance la récente interview de M. Gikawe, qui a sorti encore certains éléments qui montrent qu'il y a un ressentiment qui reste là encore perceptible. Qui était à Boisseau. Qui reste là. Oui, il était à Boisseau 7, mais dans l'interview, on sent qu'il y a un ressentiment encore qui reste encore perceptible. Il n'a pas encore digéré la manière dont les choses se sont déroulées pour l'écarter, selon même ses propres termes, lors du congrès du PDCI. Or, Tidiane Thiam étant élu, avait dit que c'est l'un des chantiers prioritaires sur lesquels il allait travailler. Là, aujourd'hui, quand on prend un cadre comme Thierry Tano, qu'on ne voit quasiment plus dans les activités du PDCI, qui est quasiment invisible, quand on prend M. Billon, qui lui, à longueur de journée, continue en tout cas de marteler, je vais dire, son opposition sur un certain nombre d'actions posées dans la direction du PDCI, quand, avec la récente interview de M. Gikawe qui reçoit encore un certain nombre de ressentiments issus du Congrès, je pense que ce chantier-là, il faut avoir l'honnêteté, le Congrès n'a pas encore été réalisé, ce défi n'a pas encore été relevé. Et pour moi, si tant est que la volonté du président Thiam et du PDCI, c'est de vraiment conquérir le pouvoir d'État, je crois que ce chantier-là, pour moi, reste un chantier prioritaire sur lequel il faut travailler à fond. Parce qu'en face, on a une machine, ça, il ne faut pas qu'on se cache la face, une machine en tout cas qui, pour l'heure, semble nous présenter une certaine homogénéité, une certaine cohésion, au point même où aucune candidature, une velléité des candidatures ne semble même se décider. Vous parlez du RHDP? Du RHDP, bien évidemment, en plus d'être le parti au pouvoir. Donc, il dispose d'un certain nombre quand même de moyens et d'atouts. Donc, je crois que ce chantier-là, peut-être peut paraître insignifiant aux yeux de certains, mais pour moi, c'est le chantier le plus important en ce moment sur lequel le PDCI devrait travailler. Donc ça encore pour moi, je garde ça comme un talon d'Achille dans le bilan du président Thiam. Docteur, votre point de vue là-dessus? Regardons la présence du professeur Gikawe qui, malgré donc le fait qu'il ait donné une interview où il a présenté ses griefs, est quand même à Boisseau, et la non-présence de Thierry Tano, de Billon, qui, on le sait, en tout cas pour Billon, on sait bien qu'ils sont donc à avis divers avec le président Thiam. Tano, pour l'instant, ne sait pas, mais il n'était pas présent. Votre avis justement sur tout ceci? Ok, merci. Déjà, je rebondis sur le cas Thierry Tano. Oui. Bien qu'étant absent, il ne fait non plus pas de déclaration de sorte à jeter l'opprobre sur M. Tidiane Thiam. Maintenant, s'agissant de M. Billon... Comment justement vous jugez ce comportement, cette attitude, selon vous? Bon, déjà, ça peut être quelqu'un qui a une image à défendre et qui se dit qu'il contribue d'une manière ou d'une autre à la vie du parti. Pour certains, le fait de briguer peut-être la présidence du parti n'est pas forcément symbole d'engagement. Et donc Thierry Tano, au regard de son passé, il a été ministre, il a été un haut fonctionnaire, il a occupé beaucoup de responsabilités. Pour lui, ce n'est peut-être pas un enjeu. Donc l'idée, c'est de veiller à la préservation du PDCI et il peut s'en contenter. Et bon, on peut lui concéder cela jusqu'à maintenant. Très bien. Maintenant, avec le cas Billon, c'est un peu problématique. Parce que voici quelqu'un, au décès du président Henri Konan Bédié, qui avait la possibilité de se porter candidat à la présidence du PDCI. Mais il n'a pas osé. Quelqu'un est venu se présenter, il a été élu. Il n'a pas osé, c'est-à-dire? Bon, je vais dire quoi? Sur les candidats officiels qui ont été retenus, oui. Il y a eu M. Gikawe, il y a eu M. Jean-Marc Yassé, il y a eu M. Tidiane Thiam. Bon, Tidiane Thiam a été élu, malgré tout. Vous auriez aimé voir Billon, justement, dans l'escarcelle de ceux qui voudraient... Parce que la présidence du parti permet de booster votre candidature à la convention.
Mais quand ce n'est pas le cas, vraiment, vos chances se réduisent, en fait. Très bien. Permettons à Élisée de faire Oui, mais juste un petit point. je pense qu'il y a une réponse à ça. Oui. Bion, dès l'instant que les critères d'éligibilité avaient été rendus publics, Bion et Thierry Talon ont écrit au PDCI parce qu'ils n'avaient que 9 ans de présence au bureau politique. Il fallait 10 ans. Alors qu'il fallait 10 ans. Donc eux-mêmes, de façon assez responsable, savaient déjà qu'ils étaient fort clos par rapport aux conditions d'éligibilité. Et ils ont écrit au PDCI pour dire qu'ils ont 9 ans de présence au bureau politique, donc ils ne remplissent pas les conditions. Très bien. Toutefois, il maintient sa décision de pouvoir être candidat du PDCI au moment opportun. Docteur. OK, merci. Vous savez, la politique, c'est un jeu d'influence. Vous visez un poste et vous êtes conscient que les règles sont en votre défaveur. Mais il y a un travail à faire au préalable. Quel a été véritablement l'engagement de M. Bion pour que les militants puissent porter cette candidature? Parce qu'il aurait pu influencer l'édiction de ces règles. Mais bon, il est resté là à observer. Mais bien sûr que les gens ne vous feront pas la passe. Parce qu'il faut comprendre comment les choses fonctionnent en politique. Comme on le dit, on ne fait pas la passe à l'adversaire. Il y a une situation, mais il faudrait que M. Bion puisse se donner les moyens d'atteindre les fins. Regardons maintenant l'attitude. Comment est-ce que vous appréciez l'attitude justement du professeur Kakou Dikaoué? Bon, ça peut s'inscrire dans une contradiction, mais qui n'est pas synonyme forcément de crise. Bon, disons un désaccord naturel qui est exprimé, mais qui peut ne pas aboutir sur une crise éventuelle. Très bien. Marius Komoré. Oui, ben, écoutez, on a dit tantôt, hein, cette mobilisation à Boisseau confirme encore une fois qu'il y a un regain de vitalité au sein du parti. Si on s'en tient justement au monde, aux sympathisants et militants du PDCI-RDA qui ont fait le déplacement à la place Sélinga et d'Aboisseau, ce qu'il y a à dire, et ça je le prends au mot, le président du PDCI-RDA, les sorties des uns et des autres fussent-elles désobligeantes, inconvénientes, dénotent de la vitalité au sein du parti, dénotent que le parti est en pleine restructuration, mais il n'en demeure pas moins de prendre en compte justement les critiques venant de certains caciques du parti qui ont quand même porté le parti à un certain niveau au moment où le parti broyait du noir face même au régime actuel et face à des moments de trouble, à des moments d'incertitude. Vous parlez de qui en parlant des caciques Oui, j'ai fait allusion au moment de la gestion du président Henri Konan Bédié, feu Henri Konan Bédié. On a connu des moments difficiles, on a connu l'époque de Djedje Madi, aujourd'hui dont on n'entend plus parler, pourtant il est bien là. C'est ceux-là qui ont porté le PDCI-RDA aux côtés du RHDP avant de se démarquer du RHDP. Et bien évidemment, c'est les Kakou Dikaoué. Mais aujourd'hui, on retrouve Kakou Dikaoué, c'est vrai, mais tout le monde sait ce qu'il pense réellement de la gestion actuelle de son parti. Est-ce qu'il ne privilégie pas justement le parti, au-delà des personnes? Tout le monde privilégie le parti, y compris même M. Bion. Personne n'est contre le parti. Seulement, les gens expriment leur volonté, expriment leur ressenti, et c'est tout à fait normal. Et je pense que le PDCI lui-même, en son sein, a les éléments, à les instances nécessaires pour régler les questions. Par exemple, vous avez le bureau politique, mais vous avez aussi le conseil des sages. Pourquoi le conseil des sages n'est pas en mission? On nous fait savoir que le conseil des sages est en mission, mais on voit de l'autre côté M. Bion qui est un peu partout. Tout récent. Lui, le week-end également, il était à Paris. Et à Paris, il s'est entretenu avec la diaspora. Il a fait ça le comble aussi. Donc, il faut que les gens s'asseyent. Si telle est que leur volonté est de parvenir au pouvoir d'État par les urnes, il faut qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent arriver au pouvoir d'État dans la désunion, ils ne peuvent arriver au pouvoir d'État que dans l'harmonie, que dans la concertation perpétuelle. Il faut que le président élu fasse l'effort sur lui de ramener tout le monde au sein du système politique du parti. Docteur, réaction? OK. En fait, par rapport à l'implication de certains organes, dont le Conseil des sages, vous savez, la politique, il y a deux instants. Il y a la politique de jour et la politique de nuit. Bon, la politique de jour, c'est... La politique de jour et de nuit. Voilà, la politique de jour, c'est ce à quoi nous sommes confrontés au quotidien, ce qu'on voit un peu à travers, voilà. Mais la politique de nuit, bon, ce que je mets dedans, c'est tout ce qui ne capte pas l'attention de la masse.
les négociations, les compromis, et dont on présente les résultats au grand jour. Voici un peu. Et donc, jusque-là, dans aucune déclaration du PDCI, on a présenté une implication du comité des sages. Donc, on peut, sur cette base, penser que le comité des sages ou le bureau politique ne s'est pas peut-être prononcé officiellement sur la question. Mais en même temps, l'attitude de M. Billon amène même à s'interroger pourquoi mobiliser peut-être le comité des sages en même temps que vous êtes convoqué pour, devant le conseil de discipline. Vous écrivez pour dire que pour des contraintes de calendrier, vous souhaitez un report et au même moment, vous vous retrouvez à Paris pour rencontrer la diaspora parce que bon, quelqu'un vous aurait précédé. Bon, vous voyez, donc il y a un peu de... En même temps, on peut vous confirmer que le secrétaire, le porte-parole du PDCI, M. Soumaïla Brendoumi, qu'on a reçu ici, avait confirmé évidemment que le comité des sages était à l'œuvre justement pour ramener la cohésion et l'unité au sein du parti. Juste un petit point avec Herman et puis on passe à Aïcha. Oui, rapidement, hein, concernant la question du quatrième acte évoqué même par Tidiane Thiam sur une société diverse et inclusive. C'est vrai que j'ai vu la génération à laquelle... Vous revenez là-dessus, Herman. L'enseignant-chercheur a tenté de répondre à la question en lui trouvant un sous-axe assez intéressant, mais n'empêche que les questions, les non-dits de cette thématique qu'il a portée, les non-dits appellent aussi à des questionnements. Et donc moi je pense, comme le débat, c'est un débat de société, où les Ivoiriens peuvent vouloir savoir de Tidiane Thiam, il faudrait qu'il précise sa pensée, c'est cela. Il pense de la promotion, parce que par moment, les Ivoiriens ont indexé plus ou moins les législateurs sur, à tort ou à raison, sur une envie d'inscrire cette promotion des orientations sexuelles. Donc on a besoin de savoir aussi devant qu'est-ce que nos différents candidats, les leaders politiques, pensent de cette question-là. Pour ne pas qu'on vote quelqu'un qui vient nous dire que finalement il va redresser l'économie, les grands sujets, donner la santé aux Ivoiriens, et qu'au finish, en faisant cela, c'est bien, et qu'on nous propose aussi cela. Quel sera le choc des populations? Très bien. Herman insiste là-dessus. Il souhaiterait donc que le président du PDCI, Tidiane Thiam, précise sa pensée justement sur la promotion des minorités. C'est cela, Herman? Les minorités sexuelles. Voilà, minorités sexuelles. Élisée, permettez qu'on parte rapidement à Aïcha et on revient à vous. Aïcha, votre point? Oui, concernant ce rendez-vous, alors moi je pense que M. Tidiane, déjà j'aimerais dire en avant-propos que avoir une analyse politique ou une analyse tout court, ce n'est pas être contre ou pour. Hein. Il faut commencer à accepter l'objectivité et se familiariser avec ça. Le point de vue des autres. Voilà, il faut apprendre à respecter aussi ça et le travail d'analyse qu'on fait. Je pense que M. Tidiane Thiam fait ce qu'il peut. On l'accuse ici et là de ne pas connaître assez bien le pays, d'être parti très longtemps, etc. Donc je pense qu'il a besoin aussi d'être sur le terrain. On dit qu'il est beaucoup sur le terrain, c'est peut-être vital pour lui. Vu son statut et peut-être son absence, voilà, dont on parle beaucoup. J'ai retenu en tout cas dans ce qu'il a proposé comme projet, entre guillemets, puisqu'on sait qu'il va être président de la République, réforme du système éducatif, ça me parle. Comment est-ce qu'on fait? Avec quels moyens? Pour moi, c'est urgent. Il faut aller dans le détail. Je pense qu'il faut aller dans le détail. Il serait temps. Hein. C'est pas trop tôt pour moi. Je pense qu'on est dans le bon timing. J'ai retenu aussi qu'il accepte la concurrence. Il l'avait dit aussi dans son interview à 20h25, pardon, si je ne me trompe pas. Et la concurrence est bonne pour la démocratie. Donc, au sein d'un parti, je trouve que c'est très bien. Du moment qu'on n'attise pas la haine, en fait. Je pense que tout est bon à prendre. C'est la politique. Hein. C'est comme ça qu'on l'a fait. Les phrases comme le PDCI n'est pas un one-man show hein, qu'il a pu prononcer ce week-end, ou encore il est entouré d'une bande d'Européens. Bon, c'est des phrases qui vont rester dans les annales, qui sont bonnes en général, tant qu'il n'y a pas voilà, des fusions d'autres choses. J'ai juste une petite réserve par rapport peut-être à la crédibilité, à son parcours, de ce qu'on connaît. En tout cas, il a été dirigeant de grands groupes, hein, Crédit Suisse, etc. Et puis, on a eu quelques couacs quand même avec des dérives, peut-être c'est-à-dire des dérives qui ont concerné le privé et le professionnel, hein, des affaires d'espionnage qui concernaient à la fois son entreprise. Voilà. Donc si on veut aller plus loin dans l'analyse, je me dis, diriger un pays, c'est comme diriger un État. Une entreprise, pardon, c'est comme diriger un État, un grand groupe, hein, c'est ça. Donc est-ce qu'on ne va pas avoir ces dérives-là lorsqu'il arrivera, peut-être s'il y arrive, un jour au pouvoir,
C'est la question que je me pose. Là, on parle vraiment de crédibilité, d'éthique. Je ne connais pas le personnage plus que ça. Vous aimeriez qu'il se prononce là-dessus, sur cette histoire de crédit? J'ai l'impression qu'il y a, oui, et il y a une histoire récemment, hein, Oui, encore, tout à fait. voilà, d'espionnage qui a concerné justement le Crédit Suisse pour des comptes personnels. Donc, le fait de mélanger les deux, moi, en tant que citoyenne, ça ne me va pas. Je me dis, j'ai rien contre lui, hein, mais je me dis, ça pose question. Et il y a une part de flou, en fait. Il a annoncé cet été qu'il y a des dossiers qui allaient sortir sur lui. On veut le faire, voilà. On n'a pas eu vent de ces dossiers-là, on ne sait pas de quoi on parle. Donc j'ai l'impression qu'il y a une zone d'ombre et peut-être qu'il y a une bombe qui va exploser, bombe au sens figuré, excusez-moi, qui va exploser un jour, on ne sait pas laquelle. Cette petite zone d'ombre-là, j'aimerais qu'on l'éclaircisse quand même. Soit lui qui Voilà. le fasse, en fait. Dans l'idéal. Dans oui. l'idéal. Docteur? Ok, merci. Déjà, la caractéristique d'un discours politique dans ce contexte, c'est de construire une société idéale. C'est-à-dire, on ne peut que s'entourer de ce qui est bon. Et donc, il ne mettra pas en avant ses défauts, en fait. Donc, par moment, quand il sent le danger venir, lui-même, il va dévancer en annonçant pour dire, bon, vous entendrez des choses. Vous comprenez? Et ça, c'est la marque du politique. C'est comme ça, puisqu'il est dans une démarche de construction d'image publique nationale. Et donc, il lui faut vendre la meilleure image possible pour qu'en octobre 2025, il soit celui qui est porté à la tête du pays. Élisée, vous aviez un point. Oui, moi j'avais juste un point tout à l'heure quand le docteur parlait, il a parlé de la question des comités de sages, vous êtes revenu un peu là-dessus. Je veux aborder ce sujet-là encore pour ramener un peu la question de la cohésion, qui pour moi semble vraiment, excusez-moi de revenir dessus fondamentalement, mais pour moi c'est l'élément essentiel. Le président Thiam peut nous proposer beaucoup d'autres choses, mais tant que on n'arrivera pas à créer cette cohésion au sein du PDCI, tant qu'il n'arrivera pas à relever ce défi, pour moi, ça sera comme un boulet à ses pieds, en fait, dans cette conquête du pouvoir. Je le dis très souvent, il faut que nos hommes politiques soient en cohérence avec ce qu'ils disent. Vous ne pouvez pas prétendre venir réconcilier tous ces Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, là, si vous-même au sein de votre parti, vous n'arrivez pas à créer la cohésion. Ça ne passe pas. Ça, je l'ai dit à l'époque ici pour le PPACI. J'ai dit que ce n'est pas possible. Je l'ai dit pour la gauche ici une fois. Ce n'est pas possible qu'on prétende vouloir réconcilier les Ivoiriens quand des amis avec qui on a fait une marche pendant 40 ans, 50 ans, on n'arrive même pas à leur concéder ne serait-ce qu'une pensée contraire et qu'on se mette ensemble pour repartir à nouveau. C'est pour ça. Mais tous parlent de l'unité autour du parti. Hein? Oui, mais c'est ce que j'entends. Non, quand tous parlent de l'unité au sein du parti, je veux revenir au fonctionnement même du parti. On a un comité des sages. Le comité des sages fait quoi depuis décembre 2023 jusqu'à aujourd'hui, de sorte que les dissensions semblent de plus en plus s'exprimer, se faire ressentir, et où même certains sont convoqués même au comité de discipline. Je pense que le comité des sages, en réalité, son rôle, c'est de nous éviter même qu'on aille à cette situation. C'est de travailler vraiment à apaiser et à rencontrer les différentes personnes, à apaiser les tensions, à apaiser les points de divergence. Divergence, il peut toujours y avoir, mais vraiment dans une proportion qui soit acceptable. Mais quand on arrive au comité de discipline, ça veut dire qu'on estime que quelque part, il est reproché quelque chose qui est passible de sanction. C'est pourquoi on va au comité de discipline. Mais entre-temps, qu'est-ce que le conseil des sages a fait? Donc, pour moi, je le dis et je le répète, soit les organes du PDCI, sur certains organes, je ne dirais pas tous les organes, certains organes ont encore des défaillances dans leur fonctionnement, soit on ne nous dit pas la vérité sur un certain nombre d'aspects. C'est-à-dire qu'on veut peut-être nous faire croire que la chose semble être minime, mais en réalité, elle est plus profonde que ça. Donc, il faut qu'on nous dise exactement ce qu'il en est en réalité. Est-ce qu'une conciliation peut se faire comme ça du jour au lendemain? Ça peut peut-être prendre du temps, Élisée. Mais j'ai précisé quelque chose de fondamental. Quand vous êtes élu à un congrès en décembre 2023 et que vous avez l'objectif d'aller à une élection présidentielle en octobre 2025, mais vous ne pouvez pas faire pendant un an, vous n'êtes pas arrivé pendant un an à rassembler vous êtes toujours en conciliation. Mais à rassembler l'ensemble de vos cadres, à créer cette unité-là pendant un an, vous n'y êtes pas arrivé. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il faut déjà qu'il y ait cette cohésion-là pour qu'on puisse entrevoir les autres chantiers qui sont des chantiers des chantiers plus forts qui arrivent. Donc, pour moi, soit, comme je le dis, certains organes ne fonctionnent pas comme il se doit. Donc, on revient à ce que M. Billon avait dit en son temps, que certains organes ne fonctionnent pas comme il se doit. Soit, on veut nous faire croire que les choses, sont minimes que ça, mais en réalité, elles sont bien plus profondes que ce qu'on ne pense. Docteur, pensez-vous que le PDCI ira en rang serré à cette convention? Bon, déjà, la cohésion n'exclut pas quelques conflits. Maintenant, aller en rang serré, tout dépend du niveau d'appréciation. Mais tel que les choses se présentent, nous avons deux cas de figure. Quelqu'un qui, depuis son élection, s'inscrit dans des tournées et on a une idée aujourd'hui
de sa capacité de mobilisation. Mais aujourd'hui, M. Billon, que vaut-il en termes de mobilisation populaire? Donc voici un peu là où le débat se situe. Vous n'avez pas encore vu en meeting et tout? Ça comble, oui, bien sûr. À Paris. Oui, mais ça c'est Paris. Que vaut l'électorat de Paris par rapport à ici? Non, c'est-à-dire quand on prend la cartographie électorale, bon, par rapport aux dernières élections, on sait plus ou moins ce que chaque parti vaut. Très bien. Mais Paris, ce n'est pas Abidjan. Pas Le Abidjan, monsieur, il fait un peu le tour, San Pedro, à Boisseau, bon, pas mal de localités. Il se donne vraiment les moyens d'arriver à ses fins. Bon, c'est bon de critiquer, mais en même temps, il faut aussi se donner les moyens. Je dis à M. Billon, qui gagnerait à saisir le taureau par les cornes, bon, s'il peut renverser la tendance, ça, on va tous observer. Alors, on va justement terminer notre entretien avec cette petite vidéo qui a fait le tour de la toile avec le président du PDCI, Tidiane Thiam, qui dansait le fameux Zoblazo. On regarde et on décrypte. Vous avez donc les deux vidéos. Voilà, j'avais annoncé celle de Tidiane Thiam, mais il y a aussi donc celle du candidat déclaré Jean-Louis Billon qui, voilà, qui dansait Herman. On ne dira pas le meilleur, mais vos avis. Tout à l'heure, ça m'a fait un peu rigoler. Pourquoi? Lorsque notre invité évoquait une certaine incapacité de Jean-Louis Billon. Oui, je viens à la vidéo. Très bien. De mobiliser à l'image du président Thiam du PDC-RDA. On a vu Tout visiblement, il y a un meeting auquel a participé Jean-Louis Billon, où il y a quand même une forte mobilisation. Le défi de la mobilisation en fonction... Aujourd'hui, le PDC-RDA, c'est un grand parti. Donc, tout naturellement, son président se retrouve à un endroit. Les militants, les sympathisants seront là pour le célébrer. D'ailleurs, même, il faut saluer les efforts de Jean-Louis Billon qui, malgré cette non-casquette de président d'un parti, essaie mobiliser quand même, pour le parti. Mobilise. Maintenant, la danse, voilà. je pense que tous les acteurs politiques en Côte d'Ivoire... Certains disaient que Tidiane Thiam n'était pas très au fait de tout ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Il s'est dansé le Zoblazo. Oui, mais attends, moi je ne rentre pas dans ça. Hein. Oui. Monsieur Tidiane Thiam, il a fait ses preuves ici. Il a été ministre dans le gouvernement ivoirien. Et il est allé travailler à l'étranger. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il a coupé les réalités ivoiriennes. Il a ses familles, sa famille ici. Voilà, ça, je pense que ce n'est pas ce débat-là qu'on doit soulever. Et non même pas le débat de meilleurs danseurs, de Zoblazo ou bien de Poro. Très bien. On termine juste un petit point, Marius, Zoblazo, un petit mot. Non, mais écoutez, Thiam, c'est un pur produit du terroir. Et bien évidemment, comme la majorité de nos leaders politiques, à l'image de M. Laurent Gbagbo, de Fouette-Boigny, même d'Henri Konan Bédié, on a connu le président Ouattara en exercice du pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Tous à un temps soit peu. Mais vous me rassurez, ça va danser un peu le Zoblazo, n'est-ce pas? Mais bien entendu, en tant que... Quoique les deux là, ils dansent comme les Occidentaux. Hein. Bon, on va pas réagir là-dessus. On termine, Élisée, rapidement. Oui, bon, moi je pense que c'est symptomatique d'un sentiment d'appropriation. Vous savez, quand voilà, les candidats, tout ça, ça permet aux populations de savoir qu'elles ont en face d'elles des personnes qui sont comme elles. Quoi. Donc c'est des stratégies. Seulement que les deux dansent comme des blancs. Mais vous deux aussi, Herman, et vous dansez comme des blancs. Alors à tout à l'heure. Pour entamer la seconde partie, nous commençons à regarder un peu un point sécuritaire. Sécurité routière, l'opération Épervier 10. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les forces de police donc, du commissariat des constats d'accidents en collaboration avec la direction de la police spéciale de la sécurité routière ont mené des opérations de contrôle inopiné de tests d'alcoolémie sur des conducteurs dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 décembre. Résultat des courses, 134 conducteurs ont été soumis au test d'alcoolémie à l'aide d'éthylomètre. 3 chauffeurs testés positifs avec des valeurs inférieures à 0,4
80 voilà, grammes d'alcool dans le sang et 131 chauffeurs, Dieu merci, testés négatifs avec des valeurs de 0,00 voilà, grammes j'espère que je dis bien, hein, en tout cas dans le sang. Herman, alors des contrôles inopinés, il faut dire qu'on en a vraiment besoin pour éviter que des chauffeurs inconscients voilà, mettent la vie des pauvres citoyens en danger alors qu'on veut célébrer simplement ces festivités-là dans la paix. Ça me gêne toujours quand on dit inopiné. Ça devait être la règle. Tous les jours, on devait faire le conducteur doit savoir qu'à tout moment, on peut le contrôler à l'éthylomètre et autres pour savoir son degré d'exposition à l'alcool ou à la drogue. Donc, c'est toujours intéressant, surtout à l'approche des fêtes. Ces périodes-là, les populations ont tendance à vouloir lever un peu plus le coude. Donc, il faut le faire. On ne demande pas de ne pas modérer la boisson et autres. Ne pas modérer, c'est-à-dire on ne demande pas de ne pas... Parce que l'alcool, de ne pas abuser l'alcool. Voilà, on ne demande pas d'abuser l'alcool. Mais en même temps, quand vous essayez d'abuser, restez chez vous, après vous dormez. Mais quand vous prenez le risque de prendre le volant, vous vous exposez et vous exposez aussi ceux qui sont autour de vous. Parce que dans un accident, c'est toujours avec... un autre obstacle, on se met, ça peut faire des victimes. Mais Herman, il ne faut même pas abuser de l'alcool, que ce soit à la maison ou pas, on peut déborder. C'est fait, souvent, c'est parce que les gens prennent le risque d'aller prendre le volant après. Sinon, à la maison, comme on les voit, ils disent, tu te bombes bien. Herman, non, pas vous. Vous n'allez pas quand même aller. Non, je ne fais pas ça. Ça se voit même bien. porter un tel postulat, il faut faire attention. Élysée, vous n'allez pas aller comme Herman, il faut ce machin et puis dormir. Non, j'ose espérer que le lapsus d'Herman n'est pas un lapsus révélateur. OK. Alors, Herman dit qu'il faudrait que ces visites-là ne soient plus inopinées, ça doit être un point de tous les jours. Oui, maintenant, après aussi, il faut se rassurer que pour de telles opérations, on a besoin de mobiliser un peu plus d'hommes en tenue et d'agents. Et c'est des choses qu'on ne peut pas le faire sur du long terme, en fait, compte tenu aussi de certaines missions qui sont assignées à ces forces de sécurité-là. Donc, c'est des opérations qui sont lancées à des périodes bien définies où on mobilise certains agents à qui on détache de certaines missions, spécialement pour cette mission-là. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas faire tout le temps. C'est déjà une bonne initiative d'agir de cette manière-là, parce qu'il faut reconnaître que depuis un certain temps, quand même, sur nos routes, comme le ministre le disait, je crois, le jeudi passé, lors de la commission d'attribution de retrait du permis, ministre des Transports, M. Amadou Koné, lors de la commission spéciale de retrait de permis, il l'indiquait, c'est vrai que de façon générale, la tendance a baissé. Il y a quelques... Mais on note quand même sur certains types d'accidents, des pics, notamment sur les engins à deux roues. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le directeur général des transports et de la circulation, M. Oumar Sako, a fait un point de presse. Et à ce point de presse-là, il a révélé, par exemple, qu'aujourd'hui, 37% des tués de la route sont des utilisateurs d'engins à deux roues, à deux ou trois roues. Vous imaginez ceux qui utilisent les tricycles, les motos, 37% des tués sont des utilisateurs des engins à deux ou trois roues. Et ça, c'est déjà beaucoup. C'est trop. Voilà. Et donc, pour pouvoir prévenir tout ça, des dispositions prises, désormais, il est interdit à partir de 2025, dès janvier, on n'autorisera plus les engins à deux ou trois roues d'utiliser le boulevard Félix Houphouët-Boigny. Ah. Plus. Ils sont admis à prendre des bretelles. Ils n'utiliseront plus le boulevard central. Voilà. Ils vont commencer par le boulevard. Non, ils vont commencer par le boulevard Félix Houphouët-Boigny, l'ancien VGE. C'est-à-dire qu'ils travaillent tout ce grand boulevard qui, quand on descend à l'aéroport, on le prend pour entrer dans Abidjan et aller dans les autres communes. Ils ne seront plus admis sur ce boulevard-là. Et ce matin, le directeur général des transports l'a mentionné. Bien évidemment, sur instruction du ministre qui, déjà le jeudi, l'avait déjà dit. Et même, il était allé plus loin pour dire que désormais, on tiendra même responsable, au-delà même de ceux qui roulent les engins. Justement. Les employeurs des gens qui ont deux roues ou trois roues seront tenus même responsables dans les prochains accidents. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui... Élisée, est-ce que ces bretelles qu'ils devraient donc utiliser à partir de 2025 seront communiquées et connues de tous? Oui.
Quand vous êtes sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, vous avez des bretelles à Non, côté. je demande un dessin, justement. Si, quand vous êtes sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, pour ceux qui l'empruntent, vous avez des bretelles fait. sur les côtés. Donc c'est ça qu'ils pourront utiliser. On ne permettra plus qu'ils soient sur le grand axe, en fait. Parce que sur le grand axe, ils font trop de dégâts. En fait. Voilà, donc on ne veut plus accepter. Et comme je le dis, on commence par le boulevard Félix Houphouët-Boigny, mais ça va s'étendre à tous les autres boulevards, à toutes les autres autoroutes au final, in fine. Parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que, contrairement à ce que les autres pensent, ces engins de 2 roues et 3 roues causent tellement d'accidents qu'on ne peut plus le tolérer, quoi. Et le ministre, dans l'une des dispositions qu'il a décidé de prendre, c'est même de faire payer même les employeurs de ces personnes-là pour amener les uns et les autres, parce qu'ils ont constaté qu'il y a certains qui roulent ces engins-là qui n'ont ni permis, qui n'utilisent même pas les éléments de sécurité, c'est-à-dire qui ne portent même pas les casques. Et ça aussi au vu des employeurs. Donc ça, il ne peut plus tolérer. C'est-à-dire quand désormais on va dire, toi, employeur de ces personnes qui utilisent ces 2 roues-là, tu vas aussi payer, tout le monde va prendre ses dispositions, veiller à ce que celui qu'on prenne même ait déjà des permis et qu'il puisse porter les éléments de sécurité. Alors, Marius Komoé, déjà, votre point de vue sur cette opération, on est en plein dans les fêtes, hein, et cela s'impose de pouvoir mettre la sécurité des Ivoiriens en pole position, Marius Komoé. Élysée l'a dit, et il a tellement bien dit que j'aurais même pu... J'aurais pu me abstenir de parler. Voilà. Mais je voudrais vous dire que nous avons été reçus bel et bien par Monsieur le directeur général des transports en tant que président des organisations de consommateurs. Nous sommes toujours au cœur des décisions, n'est-ce pas? Je n'ai pas le choix. Et voilà, nous sommes à la tâche. Comme la police le dit, nous sommes là pour servir. Notre vocation, c'est de servir les consommateurs et les consommatrices. Tout à fait. Et donc, à ce titre, nous sommes allés porter donc, à la connaissance de Monsieur le directeur général des transports terrestres et de la circulation des désagréments que nous causent justement les engins à 2 roues et à 3 roues, surtout les engins à 3 roues, avec des conducteurs qui n'ont aucune notion du code de la route. C'est inacceptable. Et qui font des dépassements même, des dépassements inopportunes. Des rodéos ouverts. Ils roulent à tombeau ouvert dans nos quartiers, dans nos communes, renversant tout sur leur passage. On ne peut continuer à accepter cela. Puis, c'est des gens qui empruntent maintenant nos boulevards, nos grands axes routiers à l'intérieur du district autonome d'Abidjan. C'est pas possible. Donc cette décision-là, justement, vous l'applaudissez également? Mais bien entendu, il faut protéger des vies humaines. L'État a obligation de protéger la vie humaine malgré nous. Nous protéger contre nous-mêmes notre propre mort. C'est-à-dire des gens peuvent décider d'aller mourir, l'État a l'obligation de les ramener à la vie. Et donc, nous, notre rôle, c'est de demander à l'État de jouer sa partition sur tous les plans. Nous sommes à la veille des fêtes de fin d'année. Nous ne voulons pas avoir des familles de consommateurs et de consommatrices endeuillées. Nous ne voulons pas avoir des consommateurs et des consommatrices veuves et orphelins. Donc, notre rôle, c'est de porter justement cette information auprès de qui de droit. Qui de droit pour nous ici, c'était la Direction générale des transports terrestres et de la circulation. Et nous avons été très heureux de savoir que des dispositions avaient été déjà prises par le ministre des Transports, qui d'ailleurs ont été annoncées par Élysée et par le ministre, d'abord par le ministre lui-même, dont Élysée en a fait l'économie. Mais je peux vous assurer que d'autres mesures plus coercitives, au-delà de l'alcotest, viendront naturellement contraindre désormais les Ivoiriens à être plus respectueux, plus responsables, plus, j'allais dire, respectueux du code de la route lorsque justement ils sont au volant de leur véhicule. Aïcha, votre point justement sur cette opération-là? Oui, c'est une opération à saluer. Hein, comme je l'ai dit déjà, je pense que vraiment tout ce qui concerne le code de la route est nécessaire, est crucial et l'alcool au volant, effectivement, ce n'est pas seulement en décembre, même s'il y a une recrudescence pendant cette période-là. Après, les chiffres ne sont pas alarmants. Je m'attendais à pire que ça. Je trouve déjà que 37% de tués. Non, je parle par rapport à l'alcool au volant. D'accord. Les 3 personnes, chauffeurs sur 134, je trouve que je m'attendais à vraiment pire que ça. Donc, c'est relatif. Ceci dit, il n'y a pas forcément que l'alcool au volant. Chaque fois que je prends un taxi, j'ai peur pour ma vie. Pour être très honnête, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui conduisent, qui ne savent pas conduire, qui ne maîtrisent pas leur moteur, qui sont nerveux au volant, alors que c'est un moteur qu'on conduit. Donc pour moi, une réforme du code de la route profonde est nécessaire, une réforme de la façon même dont les gens obtiennent leur permis, une révision aussi du code de la route, une imposition de révision, parce que le code de la route, il évolue.
avec les évolutions de la route, avec tout ce qui va être signalisation. Il faut que les gens maîtrisent et se renseignent de façon obligatoire s'ils ne le font pas eux-mêmes. Parce que le problème, c'est l'incivisme, en fait. On doit les forcer à apprendre leur code de la route. Moi, j'ai eu mon permis il y a très longtemps. Je me renseigne tout le temps sur ce qui a changé, sur ce qui a... pour être au taquet. Donc, je pense que y a un problème au niveau des comportements sur le volant, et c'est très grave. Très bien, Marius, un point, et on passe au sujet. Herman et Marius, est-ce normal? Et ça, je l'ai dit à monsieur le directeur général. Lors de cette réunion-là. Lors de cette rencontre. Est-il normal qu'en Côte d'Ivoire, et ça, je le dis tous les jours, partout, dites-nous aussi, Marius. Nous avons les tribunes pour l'exprimer. On ne peut plus aujourd'hui concevoir, elle parle de code de la route. Ici, on apprend des règles. Mais pour apprendre ces règles, qui sont des règles en fait, il faut savoir lire et écrire. Oui. Vous avez des illettrés de pur respect qui ont le permis de conduire. Comment ils s'arrangent? Comment ils peuvent identifier le code de la route? Comment ils peuvent identifier les différentes signalisations et les interpréter? Et puis on nous dit non, ils doivent se débrouiller. Comment aurait-il donc pu obtenir le permis? Comment aurait-il donc pu obtenir le permis de conduire? Mais si vous ne savez pas lire et écrire, vous ne pouvez pas avoir le permis. Non, mais ils doivent faire des cours d'alphabétisation préalable. Ma question, c'est que ces personnes sont sur la route, n'est-ce pas? Pardon? Ces personnes sont sur les routes. Mais bien, détiennent même des gros camions, conduisent des poids lourds et ils ne savent même pas lire et écrire. Très bien. Et ils ont le permis de conduire B, C, D, E. Toute catégorie. Un dernier point avec Herman et on passe à l'invité. C'est vrai qu'on situe la responsabilité on peut accuser les automobilistes, ceux-là, mais il faut aussi dire qu'il y a souvent des panneaux qui devaient être là, qui manquent sur les routes. Ah oui, ça, oui. Des panneaux de signalisation. Bien entendu. Et qui doit mettre, moi je pense que c'est vrai, il faut renforcer les mesures et autres, mais il faut permettre à ce que les automobilistes se retrouvent aussi, parce que souvent il y a des endroits où tu as besoin de feux tricolores, il n'y en a pas. Aujourd'hui, regardez comment est-ce que les gens négocient même les roundabouts, les carrefours. Les ronds-points. Les ronds-points, pardon. Ouais. Chacun fait comme il peut, on freine doucement, on va, tu attends que l'autre soit patient. Mais il faut regarder. C'est là que je vois souvent même que les chauffeurs, les conducteurs ivoiriens sont disciplinés, parce que quand tu les vois en train de se gérer dans le rond-point, sans signalisation, sans feu, il faut voir. Donc, rapidement, un petit point. Juste un petit point sur les camions aussi. Là où j'habite, il y a beaucoup de camions qui passent et déjà la vitesse à laquelle il va, c'est très inquiétant. Les engins, les gros engins. Mais j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est parce que les camions eux-mêmes sont mal construits ou si leurs poids sont trop lourds en fait. Ils n'arrivent pas à tourner. J'ai fait une demi-heure derrière un camion qui n'arrivait pas à tourner. Et le chauffeur avec qui je causais me disait qu'apparemment, même dans les ronds-points, ils ne peuvent pas tourner. Les manœuvres sont compliquées. Donc, ayons des responsabilités aussi au niveau du chargement. On ne va pas aller prendre le risque de tuer son business et la vie de quelqu'un parce qu'on veut trop charger. Très bien. Donc, je pense qu'on va faire un gros débat là-dessus. Marius Komboé nous aidera justement, étant dans le dispositif, à avoir des invités justement. Non, mais une annonce publique, bientôt Marius va céder le tablier. Ça, j'informe toute la nation de ce fait. Très bien, on va pas faire... Marius ne répondit même pas. Depuis 17 ans, il a ça. Herman, c'est bon, ça va. Il a déjà disqualifié. Merci beaucoup. Alors, nous recevons le docteur Rabé Cyprien. Il nous parle de la prophylaxie pré-exposition. Il est chef de service population hautement vulnérable au programme national de lutte contre le sida. Alors, docteur, merci d'être là. C'est une prémonition. Peut-être. Alors, la prophylaxie pré-exposition, qu'est-ce que c'est? D'abord, bonsoir, chers tous. Bonsoir, docteur. Je voudrais vous transmettre les salutations de mon directeur coordinateur, le professeur Huye Bois, du programme national de lutte contre le sida. Alors, qu'est-ce que c'est que la prophylaxie pré-exposition? En fait, c'est une nouvelle méthode de prévention qui est adressée aux personnes non malades, séronégatives, au VIH, mais qui n'utilisent pas systématiquement, ça il faut retenir, le préservatif lors des rapports sexuels à risque de VIH. D'accord, on va réexpliquer. Vraiment, c'est ça. On va expliquer tout doucement, terre à terre. Hein. Pas terre à terre, mais je veux dire, la prophylaxie pré-exposition, premièrement, la cible pour ces médicaments-là, c'est les personnes non porteurs du VIH. Voilà. Elles sont séronégatives, Elles ne veulent pas utiliser le préservatif. Elles n'utilisent pas systématiquement. Elles ne veulent pas, elles n'utilisent pas. Elles n'utilisent pas le préservatif systématiquement. Ça veut dire quoi systématiquement? Non, le préservatif systématiquement, ça veut dire de porter le préservatif lors des rapports sexuels. Vous en savez davantage? Laissez le docteur vous expliquer. VIH.
Donc, il peut le porter, mais il n'en porte pas souvent. Non, ces personnes-là n'ont pas l'habitude. C'est ce que j'ai dit. Ils n'ont pas l'habitude de porter le préservatif. Et pour lors des rapports sexuels à risque. Hein. À risque. Oui. Mais comment ça va que la personne est à risque? Mais si tu ne connais pas son statut, ça c'est un. D'accord. Donc, pour éviter... Tu as plusieurs partenaires. C'est ça. Tu as plusieurs partenaires. Ça fait 2. Et tu as des rapports non protégés. Ça fait 3. Donc, tu t'exposes au plus. Excusez-moi. Donc là, déjà, il faut chercher à prévenir. Donc, il faut se mettre sous prophylaxie, C'est quoi la prophylaxie? C'est un médicament? Oui, c'est un médicament. Ce sont les antirétroviraux. D'accord. Et donc, cette méthode-là va venir renforcer les moyens de prévention qui existaient déjà, que vous connaissez, le préservatif, l'abstinence, la fidélité. Élisée? Mais oui, docteur, là, je pense qu'avec aujourd'hui, je vais dire, les préjugés que les gens ont. Quelqu'un qui, comme vous le dites là, a l'habitude d'avoir des rapports non protégés, avec plusieurs partenaires. Voilà, à risque, aller par exemple demander de prendre des rétroviraux. Est-ce qu'avec le préjugé que les gens ont dans la communauté, c'est pas s'exposer un peu quelque part? Mais il le prend où déjà pour pouvoir... voilà. C'est ce que je veux savoir. Est-ce que c'est pas s'exposer? Il le prend à l'hôpital. Ok. C'est ma question. Est-ce que c'est pas s'exposer un peu? Est-ce que c'est pas aussi... que dans le bénéfice et risque? Bénéfice et risque, hein. Tu préfères, toi, ne pas prendre le médicament et tu préfères mourir? Non, docteur, pas moi. Le sujet lambda. Donc, du coup, j'expose un peu une situation un peu alarmante. Non, si, docteur, il y a des soucis. Ce que je comprends bien, ça veut dire que, puisque vous ne savez pas le statut de votre partenaire et que systématiquement, ce dernier-là n'a pas envie de se protéger. Parce que quand vous dites qu'il ne se protège pas systématiquement, c'est parce qu'il n'a pas envie de se protéger. Donc vous prenez, ce comprimé-là et il vous aide à inhiber toutes sortes de... En fait, vous ne m'avez pas laissé un peu aller jusqu'au bout, de mon développement. C'est ça. Parce que, comme j'ai dit, ce sont les antirétroviraux, mais la PrEP ne protège pas contre les autres IST. Ok. Ça protège contre... La PrEP ne protège pas contre les grossesses non désirées. Oui. Ça protège contre le VIH-Sida. Le grand frère de toutes les autres IST. Mais protège contre le VIH. Donc, s'il y a les IST, il faut que tu utilises aussi tes préservatifs. Syphilis, gonococcie. Parce que pour que tu sois bien couvert sur ton parapluie, il faut faire cette combinaison. En fait, c'est la combinaison donc qui fait l'efficacité en fait. La pré-exposition plus le préservatif en réalité. Non, la PrEP. La PrEP, voilà, plus ce préservatif. Maintenant, celui qui se sent courageux, qui dit « moi, je prends la PrEP et je laisse ce préservatif », il n'est pas à l'abri des autres IST. Il n'est pas à l'abri des autres IST. Or, les autres IST créent le lit du VIH. Donc, Marius Komoé, vous étiez en train de citer justement. Oui, les hépatites, donc la gonococcie et bien évidemment, c'est quoi la syphilis, hein? C'est bien tout ça. Oui, les autres IST, les gonos, les urétriques. Ce qui veut dire, oui, Marius, qu'on est en train, parce que votre rôle, vous, en tant que programme de lutte contre le VIH-Sida, c'est d'amener les Ivoiriens à se préserver, à utiliser donc les moyens nécessaires pour naturellement ne pas avoir le VIH et toute autre même maladie liées justement à des rapports, j'allais dire, sexuels. Aujourd'hui, vous nous dites qu'il y a une seule méthode que vous avez découverte qui nous permet de ne pas avoir le VIH, cependant... Qui va vous permettre. Qui va nous permettre de ne pas avoir le VIH. N'est-ce pas une porte ouverte? Cette fin d'émission est... Justement, à la nouvelle génération d'Ivoiriens, qui d'ailleurs est très têtue, et se refuse donc d'utiliser les préservatifs déjà. Donc, on ne va pas encore augmenter le taux de personnes atteintes de VIH en utilisant une telle méthode. Est-ce que vous avez compris la question Non, en fait, faut qu'on ressente un peu. Je reviens. La PrEP est une méthode, une nouvelle méthode de prévention supplémentaire aux autres moyens de prévention existants que vous connaissez. Très bien. Pour qu'elle soit efficace, il faut la prendre de manière régulière, selon la prescription médicale, associée
au préservatif, vous avez une efficacité À 100%? Ah, ben voilà. parce que vous êtes protégé contre les IST avec Les préservatifs. préservatif et l'autre contre le VIH. C'est maintenant Vous assez êtes clair plus à dans mon l'aise. esprit. Très bien. Vous vivez longtemps pardon, sans problème. Herman Pramete? Oui, docteur, Aïcha? bonsoir. On ne fera jamais assez de prévention là-dessus. Oui. J'ai l'impression que sous nos cieux, le fait d'avoir plusieurs partenaires, officiellement ou non, c'est un peu démocratisé. Vous confirmez par vos dires que le fait d'avoir plusieurs partenaires et de ne pas se protéger avec eux, c'est un comportement irresponsable, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit que c'est un comportement irresponsable. J'ai dit que vous vous exposez à un risque. Je n'ai pas dit que c'est un comportement irresponsable. Hein. Mais c'est le risque du VIH, c'est un risque quand même important. Oui, non, tu t'exposes. contracter oui. Parce qu'en fait, dans la multipartenariat, dans la multiparité, voilà, Dans la multiplicité des partenaires. tu n'arrives pas à te contrôler toi-même. Et l'esprit, non, lambda, et l'esprit de confiance, Je ne m'inscris pas là-dedans. c'est masqué par moment. Donc, tu te dis que je lui fais confiance. Après, l'autre, tu ne sais pas son Non, comportement. en fait, je dis ça parce qu'on vit dans une société où habituellement, les gens ont l'habitude même de dire haut et fort, j'ai un plan B, un plan C, un deuxième bureau, quatrième bureau, 10e bureau. Est-ce qu'ils se protègent avec ces gens-là? C'est pour ça que j'ai posé la question. On doit en parler dans les émissions comme ça où on parle de ça. Non, là, nous, on ne Eux, ils jugent on ne pas, en juge fait. pas, en fait, Oui, vous leur prévenez. comportement. Voilà. Mais on leur dit, voici une C'est dangereux. solution Voilà. par rapport à un risque. Puisque c'est la vie que vous voulez mener. Voilà. Donc, on ne peut pas vous interdire, Très c'est bien. votre choix. Non, c'est eux. Ok, Docteur, Herman. depuis quand Rapidement, la PrEP avant a Élysée. été introduite En Côte d'Ivoire, en Côte oui. d'Ivoire? Très Et belle question. Depuis quand est-ce que c'est disponible? Comment? Et comment vous sensibilisez les jeunes, surtout, qui vont souvent sans le port de préservatif? Comment est-ce que vous les sensibilisez Herman, on va faire à ne vite, pas parce être qu'on- exposés? Merci. La PrEP, on l'a adoptée en Côte d'Ivoire en 2019, après les recommandations de l'OMS 2015. 2019. Ok. Hein? On commence en 2019. On part dans la phase pilote en 2020 avec 28 sites. Et donc, on augmente. On est en phase d'expansion actuellement. Ok. Hein? Au total, depuis 2018 jusqu'à maintenant, le premier semestre 2024, nous sommes à 26 712 bénéficiaires de la PrEP. Très bien. On termine rapidement, Élysée. C'est Dernière gratuit, question. c'est simple à prendre et puis c'est gratuit. Il n'y a pas d'effet il y a des effets, indésirable. non, il y a des effets mineurs. Mineur. Mais nausées, vomissements, douleurs abdominales, céphalée, mais c'est passager. Mieux. Très bien. Certains ne rencontrent pas ça. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit et il y a des sites de prise en charge qui le font. Et par rapport aux jeunes, il y a des sites comme la où? ligne. Il y a des sites. Oui, c'est où les sites? On peut les citer, 1, 2, 3? Quelques-uns. Quelques-uns, oui. il y a le site de Blocos. Le centre de santé Centre de Le centre de santé de Blocos. Il y a 220 logements. Au sein même de votre organisme, de votre structure? Non, nous sommes la partie technique Ouais, du ministère de la Santé. Très bien. Donc, nous, on ne fait pas ça. Une dernière Il y a des- question, Élysée, et puis Ok. on termine. Selon certaines informations à ma possession, le PrEP coûterait très cher pour les États africains, au point où aujourd'hui les La populations sont ciblées. C'est-à-dire que les personnes qui doivent bénéficier de PrEP sont ciblées. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a une catégorie de personnes ciblées concernant le PrEP? Non, c'est tout le monde. C'est ouvert à tout le Tout le monde. monde. Il n'y a Tout le personne. monde. Même j'ai besoin de PrEP parce que j'ai une relation à risque. Je prends ma PrEP et puis Une j'attaque. relation suspecte, on va dire. Voilà. Il faut prendre la Pas le D'accord. préservatif. Herman, oui? Non, je dis qu'il faut prendre la PrEP. Il faut Oui. demander aux jeunes qui... Non, tout le monde, pas aux jeunes, tout le monde. Non, c'est les jeunes même, ils sont Les jeunes dangereux. d'abord. Ils sont D'accord. dangereux. Nos, D'accord. nos Encourage fils, tout le nos monde, enfants, nos neveux, nos petits frères. En Ils tout sont cas, terribles. En tout cas, il y a sensibilisé, Marius dit que les jeunes sont terribles. En tout Non, cas, mais c'est mes ceux petits. ceux qui savent qu'ils ont des comportements à risque, voici donc la solution pour vous. Mais il l'a dit, le docteur l'a dit, cela ne vous met pas à l'abri des autres IST. Pour le VIH, vous êtes protégé, mais vous n'êtes pas à l'abri. En tout cas, merci docteur Rabé Cyprien d'être venu éclairer donc la lanterne en ces moments festifs où certains pourraient se laisser aller, n'est-ce pas? Merci. C'était bon de pouvoir revenir là-dessus. Merci. Médecin spécialiste en maladies infectieuses et tropicales, chef de service population hautement vulnérable au programme national de lutte contre le sida. Merci beaucoup, Merci. docteur. Merci Et à n'hésitez vous. pas à revenir Si vous jusqu'à nous la fin appelez, des nous fêtes. sommes dispo. là. D'accord. Il y a d'autres Pour la méthodes PrEP. encore. Il y a d'autres méthodes. Merci beaucoup. Aïcha, merci. Merci, Christelle. Marius Komoé, Merci, Élisée Christelle. Boloubeux. Merci. Plateau très animé, c'est bon. Merci beaucoup, docteur. Herman, C'est grâce à merci. Merci, bonne soirée. Vigilance sur les routes, mais vigilance aussi dans vos habitudes, n'est-ce pas? On se retrouve donc demain par la grâce de Dieu. Ce sera le 24 décembre par la Voilà. grâce de Dieu. Allez, à demain. Dieu te garde.